On dit souvent qu'on reconnaît la grandeur des gens par le fait qu'ils savent rester humbles quand ils connaissent du succès. C'est le cas de Gabrielle Marceau. Je pourrais vous présenter le curriculum vitae de Gabrielle. Ça se trouve sur Internet facilement. Vous constaterez qu'elle est actuellement conseillère senior à la division de la recherche de l'Organisation mondiale du commerce. Elle a été pendant 10 ans à la division des affaires juridiques. Elle a été pendant 5 ans au cabinet du directeur général de l'Organisation mondiale du commerce. Et dans une autre période, entre 1994 et 2005, elle a aussi été à la division des affaires juridiques. Si vous excluez là, les gens qui travaillent à la cafétéria, là, c'est la seule qui est encore à l'OMC qui était là du temps du GATT. C'est vrai ce que je dis? Elle est de chez nous, elle est de Québec. Gabrielle a aussi le titre de professeur associé à l'Université de Genève. Elle est titulaire d'un doctorat de l'Université de Londres et auparavant d'une maîtrise de la London School of Economics. Il n'y a personne de parfait. Elle n'est pas diplômée de l'Université Laval, mais elle a commencé son baccalauréat ici. Gabrielle est une sommité. Si vous voulez connaître le droit international économique, les ouvrages, les écrits de Gabrielle, ses conférences sont incontournables. L'aspect sur lequel je veux insister, c'est le fait que Gabrielle a toujours répondu oui pour le Québec. Entre une conférence pour l'Université Harvard et un colloque à Dubaï, elle arrivait à insérer une demande qui venait du Québec puis qui dit « Peux-tu donner une petite conférence à l'Université Laval? » Elle a toujours dit oui au Québec. Quand c'était le temps de placer un stagiaire québécois à l'OMC, elle a toujours fait une place. Quand c'était le temps d'avoir un chapitre de livre, elle a toujours dit oui. Et j'ai pu en profiter à 2 reprises, au printemps dernier, le colloque de Longueuil, où tu étais présente en ligne à cause des circonstances qu'on connaît, et en 2015, ici à Québec. Gabrielle nous a aidés à monter à chaque reprise ces colloques d'envergure internationale. Et c'est, au plan personnel et amical, ça fait maintenant un quart de siècle qu'on se connaît, c'est l'élément qui, pour moi, reste le plus marquant. Gabrielle dit toujours oui aux gens de chez elle, et malgré le succès que je qualifie de planétaire qu'elle connaît, elle a toujours dit oui aux gens d'ici. Et elle dit encore oui aujourd'hui, et je l'en remercie, et je voudrais maintenant lui laisser la parole. Tout ça est très émouvant. Alors, Madame la sous-ministre adjointe, Monsieur le directeur, Monsieur le vice-recteur, Madame la doyenne, cher Richard, merci infiniment de m'impliquer dans le lancement de cette chaire. Je suis touchée personnellement. On s'est connus il y a 25 ans quand tu m'avais demandé justement de te prendre pour un stage de recherche à l'OMC. Et ça a continué. Et encore aujourd'hui, donc, que tu me permettes de partager ce lancement de chaire, je l'apprécie énormément. Ce que je vais faire, ce n'est pas une conférence aujourd'hui. Je vais plutôt partager la vie interne un peu de l'OMC et confirmer l'intelligence de mettre en place cette chaire et la pertinence du sujet. Parce que la mondialisation économique, tout le monde sait un peu c'est quoi, mais c'est complexe parce que ça transforme toutes les règles traditionnelles qu'on avait, juridiques et autres. Et il y a beaucoup de changements qu'on a expérimentés pendant la pandémie, des changements aussi dans l'équilibre des pouvoirs géopolitiques, mais tout ça entraîne des changements dans la formation des règles juridiques, dans leur respect et dans la responsabilité des acteurs. Et ça se reflète dans le travail de l'OMC, que je vais donc, comme je vous disais, utiliser comme exemple de la pertinence de du travail de cette chaire. Permettez-moi, avant d'utiliser le PowerPoint, de rappeler un principe de base. En droit international, le principe de la spécialité a toujours voulu que les droits de l'homme soient traités par l'Organisation des droits de l'homme, les problèmes de santé par l'Organisation sur la santé, les problèmes sur le travail, l'Organisation du travail, mais vous allez voir que tout ça change à cause de la mondialisation et à cause du commerce qui est maintenant 450 fois plus important dans les statistiques qu'il y a qu'en 1950.
Le commerce devient un agent de transformation. Alors, j'espère que je vais être capable... Parfait. Oups, c'est un peu petit. Et c'est mes restants un peu techniques. Les nouveaux rôles de l'OMC, parce que le commerce, que je vais essayer de vous démontrer, c'est que c'est beaucoup plus que l'export-import de souliers, de voitures, d'avions. Mais le commerce, c'est aussi ce qui amène les vaccins, c'est aussi ce qui amène la nourriture dans les pays pauvres. Et dans ce contexte, l'OMC, pendant la pandémie, est devenu un véritable leader des collaborations nécessaires à faire face au COVID, un leader dans la facilitation des relations avec les autres organisations internationales et maintenant un facilitateur des relations avec le secteur privé, parce qu'on a tous expérimenté les problèmes de chaîne d'approvisionnement, ce qu'on appelle en anglais « supply chain », et on a demandé à l'OMC de plonger dans ce sujet. Je dirais quelques mots sur les résultats de la conférence de juin, parce que c'est quand même extraordinaire que 154 pays, dont la Russie, aient conclu 9 accords sur des sujets aussi nouveaux. Alors, on parle maintenant sur la première page de cet accord de désastres naturels, de sécurité alimentaire, de pandémie. On parle de commerce électronique, etc. Des sujets qu'il y a 2, 3, 4 ans, on n'aurait jamais pensé auraient été donnés à l'OMC. Et ça, c'est les aspects pratiques de la mondialisation. Bon, on ne voit pas très bien. Comment ça s'est un peu passé? Alors, le COVID explose. Le premier pays à mettre des restrictions à l'exportation de produits agricoles, le Kazakhstan, le fait. Il y a une inquiétude mondiale. D'autres partenaires vont mettre des restrictions, on l'a expérimenté ici, hein, sur les respirateurs, les masques et tout ça. Et l'OMC, le directeur général de l'époque, va offrir au monde entier son équipe d'experts on a déjà en place un mécanisme de transparence, mais qui travaillait toujours seulement un pays à la fois, à chaque année, à chaque 2 ans, pour analyser leurs actions commerciales. Il a dit, servez-vous de nos experts et on va mettre en place un mécanisme pour que tous les pays soient maintenant au courant des actions prises par les autres. Parce que la seule façon de se sortir de la pandémie, c'est la collaboration. Et même des collaborations qui, avant, auraient pu être interdites. En 2021, une femme tout à fait extraordinaire, la nouvelle DG de l'OMC, Ngozi, arrive et elle va elle-même transformer tout l'OMC et mettre en place ce que j'annonçais. Alors, ce sont des exemples, parce que souvent les gens demandent, mais qu'est-ce que l'OMC a à faire avec le COVID et la pandémie? Mais c'est très évident, parce que l'OMC s'occupe de tout ce qui passe d'un pays à l'autre. Et tant que le monde international va maintenir des pays qui vont devoir avoir des relations, le commerce devient crucial. Et ce sont des exemples d'actions par les pays pour se protéger pendant la pandémie. Par exemple, le Canada a modifié temporairement ses règles d'étiquetage pour que les choses arrivent plus rapidement. D'autres pays, j'ai parlé du Kazakhstan, d'autres pays ont refusé de mettre des droits anti-dumping pour justement permettre l'arrivée rapide de marchandises liées à la solution du COVID. Ce document, c'est un document officiel de l'OMC et on doit être fiers ici, le Canada. Alors, on voit les pays sous le titre « Renforcer le rôle ». Pour la première fois dans l'histoire, le Canada et quelques autres, on est en avril 21, vont demander à la directrice générale de convoquer le secteur privé, les producteurs et distributeurs de vaccins, pour essayer de comprendre comment régler la production nécessaire augmentée de vaccins. C'est une révolution parce que de façon traditionnelle en droit international, il y a le monde des États et des gouvernements et le secteur privé.
Et rarement, on peut demander, et surtout pas à l'OMC, à une organisation internationale de mettre en contact direct l'entreprise privée et les gouvernements. Mais là, la DG Ngozi, rappelons-nous, qui était directrice générale de Gavi, l'organisme des Nations unies sur les vaccins, va dire qu'il est impossible de régler le problème de la pandémie sans une participation très active des producteurs de vaccins. Elle va les inviter, et vous avez là la liste des actions qu'on lui demande. Et encore une fois, quand j'ai vu ce document, qui était assez révolutionnaire, j'étais aussi très fière que ça ait été initié par le Canada. Alors évidemment, la personnalité de la DG Ngozi est pertinente. Elle a été considérée comme une des 100 personnes les plus puissantes et les plus influentes du monde. C'est surtout sa passion pour les solutions. C'est une femme très pratique qui va aider. Mais elle va répéter et répéter, comme c'est indiqué au troisième boulet, là, qu'une politique commerciale doit régler la question de la pandémie. Alors, une politique en matière de vaccins, c'est la politique commerciale de l'OMC, tant que le problème n'est pas réglé. Elle s'est aussi donné un nouveau rôle. Avec son assistante, la DDG Gonzalez, ils ont approché les pays en développement qui demandaient la permission ou enfin affirmaient qu'ils allaient ignorer les brevets sur les vaccins. Les pays, l'Inde, l'Afrique du Sud et leurs amis ont dit que dorénavant, ils allaient copier les inventions pour se protéger. Pas besoin de vous dire que des pays comme l'Allemagne, l'Angleterre, la Suisse, les producteurs mondiaux de vaccins se sont opposés. Elle a donc obligé les ministres du commerce de ces pays à être en contact hebdomadaire pour discuter de solutions. Et elle a trouvé une solution qui a été acceptée en juin lors de cette rencontre ministérielle dernière. Alors, j'ai juste mis ici le document qui confirme cet accord extraordinaire et qui met en place aussi de nouveaux mécanismes qui n'existaient jamais à l'OMC, qui est un accord qui dit que c'est tout ou rien. Quand un pays adhère à l'OMC et signe pour devenir membre, il accepte tout. Il n'y a aucune réserve possible. Toutefois, avec l'OMC, et ça, c'était la façon de réconcilier Chine et États-Unis, et c'est son invention, c'est ce qu'on appelle en anglais les opt-out. Alors, l'accord prévoit que tous les pays en développement pourront copier, sauf ceux qui ont la dignité de ne pas faire la demande parce qu'ils ont la capacité. Ça visait la Chine, et la Chine a dit et s'est engagée à ne pas copier, à ne pas bénéficier de cette flexibilité, et ça a permis cet accord unique. DG Ngozi a énormément aussi multiplié les collaborations. Bon, les collaborations entre États, on connaît ça depuis toujours, mais des collaborations tout à fait uniques entre organisations internationales et avec le secteur privé, et on le sait aussi entre acteurs de secteur privé, des collaborations qui auraient été, il y a quelques années, contre les règles sur la concurrence et l'antitrust. Quand Google, Microsoft et l'OMC se mettent ensemble pour faire des applications avec des organisations internationales, c'est quand même unique. Certaines diapos sont foncées, alors je vais rapidement. Aussi, l'OMC a créé ce qu'on a appelé une cellule de crise, un war room, c'est-à-dire qu'ils ont mis ces 4 organisations, l'OMS, Fonds monétaire, Banque mondiale et l'OMC, encore une fois, pour aider les pays à trouver des solutions. Ce sont tous des rôles nouveaux. Bien sûr que l'OMC a déjà eu des rencontres occasionnelles avec d'autres organisations, mais jamais il y a eu des collaborations aussi étroites entre organisations internationales parallèlement aux collaborations avec les États. J'ai toujours aimé cette diapo parce que, saviez-vous que c'est l'OMC et le Fonds monétaire qui a mis en place ce qu'on appelle le Vaccine Tracker, où est rendue
la vaccination dans le monde. Ce n'est pas l'OMS, évidemment qu'ils le savent, ce sont des experts. L'OMS, ce sont des scientifiques, des médecins. La question de savoir où sont rendus les vaccins quand on les envoie du point A au point Z, c'est l'OMC qui s'en charge puisqu'on traverse les frontières. Et ça a été mis en place dans ce contexte. Un autre exemple de collaboration est l'organisation mentionnée, là, l'Organisation mondiale sur la propriété intellectuelle, qui est l'organisation responsable des brevets des inventions. On pourrait se dire tout aurait pu se débattre dans cette organisation, puisque les pays comme l'Afrique du Sud et l'Inde voulaient copier et ne plus respecter les brevets. Et non, je l'ai mentionné plus tôt, ça a été discuté à l'OMC. Nouveau rôle aussi, et tout ça, ce sont des conséquences de cette mondialisation, des sujets d'étude de cette chaire. Et comme je vous dis, mon but aujourd'hui, c'est de confirmer l'intelligence et la pertinence de cette chaire. Alors, les problèmes d'approvisionnement de vaccins, tout le monde s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il faut les faire dans un endroit, les envoyer dans un autre, multiplier les lieux de production. Qui va s'occuper de ça? Il n'y a aucune organisation qui est responsable de ça en ce moment. Ça a été mis sur le pupitre de la DG Ngozi par les autres organisations, encore une fois, pour s'assurer que les vaccins se déplacent. Mais les choses ont pris de l'ampleur et on est allé au-delà des vaccins parce que même ici, on le voit, il manque de ci, il manque de ça, il manque d'auto. Alors, le Fonds monétaire et la Banque mondiale ont dit à l'OMC, bon, mais c'est encore un problème hein, de passer d'une frontière à l'autre. C'est vous qui allez prendre cette responsabilité. L'OMC a répondu, mais mon Dieu, les chaînes d'approvisionnement, ce sont des questions du secteur privé. C'est une entreprise qui dit « je vais acheter un truc dans le pays A plutôt que dans le pays B » ou l'entreprise X. Comment pouvez-vous demander à l'OMC de prendre cette responsabilité? Pas de réponse, mais la DG a mis en place une équipe qui s'est mise à appeler pour essayer de comprendre ces problèmes ou du moins aider les pays et autres à comprendre le problème des chaînes de distribution et d'approvisionnement. Et le mois dernier, il y a eu le Forum mondial sur les chaînes d'approvisionnement. Donc, l'OMC est devenu un véritable, un peu à l'image de la mondialisation, un forum qui n'est plus seulement gouvernemental, mais un forum qui essaie de régler les problèmes en aidant évidemment les gouvernements, mais en aidant directement les entreprises et leurs relations avec le gouvernement. Autre phénomène nouveau, la pertinence, j'ai parlé du secteur privé, mais aussi l'importance de diversifier les équipes qui travaillent ensemble. Et ça va être un sujet particulier du travail de Richard. On travaille à l'OMC, par exemple, sur commerce et changement climatique. C'est un de mes secteurs de recherche. Et ce que j'ai demandé à mon chef, c'est qu'on puisse engager des ingénieurs. Mon collègue de Porte-à-Côté, économiste qui travaille sur les vaccins, lui a fait une demande pour qu'on engage des chimistes. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut vraiment s'occuper de la mondialisation économique, il faut faire plus que du droit, il faut faire plus que de l'économie, il faut vraiment ouvrir la collaboration multidisciplinaire. Et ici, c'est une proposition du Brésil et des États-Unis pour que le secteur privé soit activement impliqué dans la formation des fonctionnaires de pays en développement, notamment pour tout ce qui est transfrontière. Pas seulement des gens du gouvernement, pas seulement des gens de l'université, des gens du privé qui travaillent ensemble. C'est une grande révolution. Quelques mots sur les accords de juin qui confirment cette évolution. Ça, c'est la première page de cet accord. J'ai mis en jaune les termes nouveaux. Il y a 3 ans, on n'aurait jamais vu ça. Alors, on parle évidemment de l'importance du commerce, mais aussi du rôle du commerce pour réduire la pauvreté, pour le développement durable, pour la préservation de l'environnement. Et on parle, regardez au paragraphe 14, maintenant, des défis environnementaux,
des changements climatiques, des catastrophes naturelles, perte de biodiversité, pollution, mais mon Dieu, ce sont tous des sujets qui traditionnellement étaient donnés à d'autres organisations. On ramène tout ça près du commerce. Pourquoi? Parce que avec la digitalisation et la mondialisation, tout bouge. Très important, paragraphe 14, quatrième ligne, on parle des objectifs du développement durable et dans leur dimension économique, sociale et environnementale. Sociale, c'est tout le monde du travail. Paragraphe 12, on parle évidemment des collaborations et coopérations avec d'autres organisations intergouvernementales, mais aussi d'autres partenaires qui ont des responsabilités liées à l'OMC. C'est qui ça? Bien, c'est entre autres tous les producteurs de vaccins, mais c'est beaucoup plus. C'est une porte qui s'ouvre pour la première fois dans l'histoire depuis juin. Autre décision de juin, je l'ai mise parce que ça, c'est vraiment exceptionnel, une décision où les ministres du Commerce s'assoient et discutent des futures pandémies et comment il faut s'y préparer à l'avance. Alors, et on répète encore une fois, collaboration, 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 parce que c'est la seule solution. Désastres naturels, nouveau sujet de l'OMC. Pourquoi? Bien parce que quand on est en situation de désastre, ce qu'on avait expérimenté dans le passé, mais seulement un pays à la fois, pas de désastre ou de pandémie mondiale, il faut trouver des façons, notamment avec le commerce, pour envoyer de la nourriture, mais aussi pour leur permettre d'exporter. Un nouveau sujet sur la table de l'OMC. Sécurité alimentaire nationale et internationale. Comment ça se fait que ces questions ne sont pas plutôt discutées dans une autre organisation, dont celle de l'agriculture, FAO ou autre, il y en a d'autres? Je ne sais pas, les gouvernements ont demandé à l'OMC de plonger dans le sujet et notamment un engagement de ne pas mettre de restrictions à l'exportation de nourriture. Les pays s'engageaient à partager ce qu'ils ont et aussi un engagement à coopérer pour améliorer la production de nourriture, de produits alimentaires. Il y a 2 jours, j'avais déjà préparé ce PowerPoint, une nouvelle décision a été adoptée à l'OMC pour permettre, ça c'est la décision de juin, c'est-à-dire un engagement de tous les pays de ne jamais restreindre l'exportation de produits agricoles quand ils sont destinés au programme alimentaire mondial. Subventions sur la pêche. Un autre exemple de quelque chose de très particulier, il y a une quinzaine d'années, les Nations unies ont demandé à l'OMC de négocier un accord sur les subventions sur la pêche parce qu'on pêche trop et ça détruit, évidemment, le potentiel des océans. Alors, l'OMC a plongé dans ça. C'est quand même exceptionnel parce que le résultat de juin, qui a été un succès, a conduit à un accord où il n'y a pas de considération économique. Ce qui est interdit par ce nouvel accord sur les subventions sur la pêche, ce sont les pêches qui détruisent le développement durable. Alors, parlez-moi d'une adaptation tout à fait sensationnelle. Cet accord de juin sur la pêche, on va s'en rappeler longtemps, mais aussi création d'un mécanisme de financement pour aider les petits pays à réapprendre comment bien pêcher, etc., alors que l'OMC n'a jamais eu ce genre de fonds. Il n'y a pas d'argent. Commerce électronique, la même chose. À l'OMC, en juin, les pays se sont engagés à ne pas collecter de droits de douane et à faciliter les échanges électroniques. J'ai parlé du secteur privé déjà. Dans cette ministérielle, dans cette conférence, on a parlé de la facilitation des échanges, mais aussi des petites et moyennes entreprises, ce qui n'était jamais fait. Le Canada avait commencé à le faire dans des accords régionaux, mais là, sur le plan international, on dit qu'il faut absolument que les règles de commerce soient compréhensibles, simplifiées pour les petites entreprises qui demeurent, entre autres, des gros employeurs dans les pays en général. Et reconnaissance de l'importance du genre.
c'est-à-dire l'histoire des femmes. Est-ce qu'un pays peut finalement non seulement aider les femmes dans le commerce, mais comment les autres pays peuvent favoriser le commerce avec des pays qui respecteraient cette situation? Je termine en disant que on parle beaucoup du multilatéralisme. Certains ont dit que le multilatéralisme est en crise. Je ne pense pas que le multilatéralisme va disparaître. Il s'adapte, il change. On parle d'un nouveau multilatéralisme, peut-être plus dynamique, notamment à cause de la digitalisation. Et on parle d'explorer de nouvelles relations. Et je termine en citant ce que disait la DG Ngozi il n'y a pas longtemps, qu'il faut renforcer le multilatéralisme et que ça ne peut pas être le multilatéralisme du passé. Alors, ça, c'est très important parce qu'un des phénomènes à l'OMC, c'est que quand il y a une résistance sur un sujet, des sous-groupes de pays commencent à négocier de petits accords qu'ils espèrent vont prendre l'expansion et ils appellent ça une nouvelle forme de multilatéralisme parce que le but ultime est toujours le même, soit de lier l'humanité pour son développement durable. Permettez-moi de conclure. Là, je ne sais pas trop combien de temps il me reste. Il me reste du temps. Conclure pour faire le lien, encore une fois, avec la chaire de Richard et remercier tous ceux qui ont fait que cette nouvelle chaire de recherche est en place. Richard est juriste comme moi. Et puis, la mondialisation, c'est quelque chose de beaucoup plus large que le juridique. Mais il y a quand même des fondements juridiques qui doivent être repensés, qui doivent être, oui, repensés, c'est le bon mot, et réajustés. Alors, je vais vous donner quelques exemples de ça. Traditionnellement, en droit, j'ai parlé de la spécialité. À l'OMS, on fait de la santé. À l'OMC, on fait du commerce. Mais ça, c'est plus vrai. Parce qu'à l'OMC, je peux vous dire qu'on fait beaucoup de choses pertinentes à la santé. Et à l'OMS, en ce moment, on négocie un nouveau traité sur les pandémies et il y a un gros chapitre sur le commerce. Tout le monde réalise qu'il faut tenir compte de chacun. Alors qu'avant, on valorisait ces dernières années la spécialisation et la surspécialisation, on se met à redonner la valeur à une approche qui est plus globale et plus générale. Mais pas seulement plus globale et plus générale, ça prend les deux. Une autre distinction qu'il faut réajuster, c'est celle entre le droit public et le droit privé. Le droit privé des entreprises, le droit public des États et des gouvernements. Mais avec le partenaire qui est la Chine, qui a des entreprises dites d'État, où l'État fait partie de l'entreprise, puis l'entreprise fait partie de l'État, où le conseil d'administration de l'entreprise est peuplé de gens du gouvernement, quelle est la nature de ces entreprises? Il n'y a pas de règles à l'OMC pour ces entreprises d'État, ou très peu, de la Chine. C'est un des problèmes. Vous avez peut-être vu à la télévision ou autre, il y a des règles à l'OMC qui interdisent de trop grandes subventions données par les gouvernements. La Chine a répondu, « Ah ben nous, on ne donne pas de subventions. C'est les entreprises qui donnent des subventions. Alors, ce n'est pas une question OMC. Ben, ce n'est pas vraiment une entreprise d'État. » Alors, c'est déjà quelque chose qui a été enclenché, un début de réflexion sur comment changer, adapter les règles à cette réalité, parce que la Chine a le droit d'administrer son économie interne comme elle veut, mais évidemment, les autres pays vont dire, mais ce n'est pas juste. Parce que mes compétiteurs ont des subventions de la Chine, mais ils ne sont pas disciplinés par l'OMC. Un autre secteur qui doit être repensé, c'est la distinction entre le droit dur et le droit mou, ou ce qu'on appelait le gentleman agreement. Ces choses non écrites qui bougent, mais qui ne sont pas peut-être assez claires ou assez stables. On manque de prédictabilité. Alors,
Traditionnellement, on a toujours dit le droit, c'est très bon parce que, justement, on peut prévoir, on sait exactement quelles sont les règles, c'est écrit, c'est signé, ça ne bouge pas. C'est un contrat. Et on mettait la diplomatie à côté. On ne peut plus faire ça dans un domaine comme le commerce électronique, la digitalisation, où tout change très vite. Je pense qu'il faut même réfléchir à comment ce dynamisme, ces changements fondamentaux peuvent s'inscrire de façon juridique. Et il y a toutes sortes de possibilités à envisager. Il faut renouveler des accords qui étaient avant très difficilement renouvelables parce que ça prenait un consensus parfait. Je n'ai pas de réponse, mais ce sont des questions auxquelles il faudra répondre parce que le secteur privé va vouloir une certaine sécurité et en même temps une certaine capacité d'adaptation. Des concepts comme en commerce, import-export. Vous êtes tous, beaucoup d'entre vous plus jeunes que moi. Quand on fait de l'Internet et puis qu'on tape et puis qu'on achète un livre, et puis qu'on le fait et qu'on le reçoit, ou qu'une entreprise le fait. Est-ce que c'est une importation ou est-ce que c'est une exportation de la part de celui qui l'envoie? Les concepts traditionnels, import-export, avec l'Internet qui se déplace à gauche et à droite, doivent être révisés aussi. Et ça, ce sont des concepts juridiques. Alors, la pertinence d'avoir une telle chaire à la faculté de droit est, à mon avis, évidente. Je vous ai déjà parlé des chaînes d'approvisionnement, je vous ai parlé du commerce et de l'environnement, les changements climatiques. Les pays ne réussissent pas à s'entendre sur comment mettre en place des mécanismes qui vont gérer le problème. Certains, comme l'Europe, ont annoncé des mécanismes commerciaux. Le Canada aussi réfléchit à ça, d'autres pays, l'Australie. C'est-à-dire qu'on veut inciter tous ces partenaires à agir sur les changements climatiques. Et s'ils ne le font pas, les marchandises importées en provenance de ces pays pourraient être taxées. Est-ce que c'est bon ou pas? Pourquoi se sert-on autant du commerce pour la question climatique? Et ça, c'est un peu la réponse et ma conclusion globale. Le commerce, et j'ai commencé avec ça, ce n'est pas seulement importer et exporter des choses, c'est devenu un outil pour mettre en place un tas d'autres politiques fondamentales. La pandémie a été la preuve que ça nous prenait le commerce pour s'en sortir. Enfin, on est en train de s'en sortir. Mais là, le commerce est un moteur de globalisation, mais aussi un outil pour s'assurer qu'on tient compte, comme disait la doyenne Laflamme, des conséquences sur les plus faibles, le fameux développement durable. D'où l'importance que la première page de l'OMC réfère au développement durable dans sa dimension sociale. Ça, c'est tout ce qui est couvert par l'Organisation mondiale du travail, notamment les Nations unies, etc., etc. Dans cette explosion du commerce international et dans cette nouvelle dimension de la globalisation, les juristes sont essentiels, mais ils doivent apprendre à travailler avec d'autres, avec des ingénieurs, avec des chimistes, avec toutes sortes de monde. Et ça, c'est un des buts de cette chaire, ce qu'on appelle le multidisciplinaire. Et c'est une réalité de tous les jours que moi j'ai expérimenté à l'OMC, mais que j'ai bien lu, fera partie des travaux de recherche. Alors, en conclusion, Richard et moi, que je connais depuis 25 ans, on partage les mêmes amours, notamment sur la mondialisation. Et pour moi, être ici avec vous aujourd'hui, c'est un grand honneur, comme j'ai dit, mais ça confirme non seulement qu'on est similaires, mais combien je suis honorée de partager ces travaux, que je vais rester associée à cette chaire et à continuer à aider Québécois, Canadiens et autres. Et merci encore au gouvernement et tous ceux qui ont rendu cette chaire financièrement et autrement
possible parce que c'est vraiment exceptionnel. J'ai compris qu'il n'y avait aucune autre chaire qui avait le même sujet et la même ambition. Et vraiment, ça n'aurait pas pu mieux tomber. Merci.